Oui, bonjour. Je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour des raisons de santé, je présente cet épisode de mon domicile. Intention malveillante ou mauvaise interprétation? Voilà la question que se pose un homme de la nation Cri après avoir obtenu un contrat pour participer à une campagne de sensibilisation gouvernementale dirigée par des Autochtones. Un contrat qui contient un terme français inacceptable pour les Premières Nations vivant au Québec. Un reportage de Lindsay Richardson. Il est originaire de Winnipeg, mais Day-Bye est un artiste bien connu de la scène culturelle montréalaise. Il est reconnu pour avoir mené la charge lors de la manifestation de 2018 contre l'émission de contravention par la police, ou pour avoir rehaussé le débat tout au long de son parcours musical. La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences désastreuses pour les gens de l'industrie du spectacle. Day-Bye explique que ses problèmes de santé ont eu une incidence sur son travail quotidien comme travailleur de proximité. It's been challenging. I'm type 2 diabetic, so that puts me at a higher risk. So I essentially have been staying home. I've been able to work from home somewhat, but not as much as I would like to. Bien que le gouvernement a diffusé l'information en langue autochtone tout au long de la pandémie, l'Agence de la santé publique du Canada a lancé une nouvelle campagne de sensibilisation entièrement autochtone, dont le but était de veiller à ce que les communications sur la COVID-19 continuent de représenter la diversité de la population canadienne. Day-Bye a eu l'agréable surprise d'entendre parler d'une audition ouverte. Il a envoyé des photos et sa taille de vêtements, mais il a vite déchanté au moment de signer le contrat officiellement. It was an immediate turn-off. Le titre du contrat était Casting sauvage. Pour les Premières Nations du Québec, le terme sauvage est péjoratif, même raciste. Ce terme peut avoir différentes significations en français. Par exemple, la plupart des épiceries vendent des bleuets aux framboises sauvages. L'agence affirme que l'expression est utilisée pour désigner les talents non syndiqués et qu'elle a été mal interprétée. Mais Day-Bye n'achète pas cette explication. To French people, it may be wild, and like this is a normal term, but when dealing with Indigenous people, the French population, regardless of how they use it, what context it's harmless, they should know that that word should not be associated in any way with Indigenous people. Après avoir réfléchi, Day-Bye a décidé qu'il ne se sentait pas à l'aise de participer à cette audition. Dans un courriel, il a écrit « Cela fait partie d'un problème réel beaucoup plus vaste et aussi inoffensif que cela puisse paraître. Ça m'a vraiment dérangé et je ne peux pas prétendre que ce n'est pas le cas. » It was just a bad reminder of constantly having to put my feelings aside in order to survive. L'Agence de la santé publique du Canada a qualifié l'utilisation du terme d'offensante et déplacée. Dans une déclaration, l'Agence de la santé publique du Canada a affirmé « À l'avenir, nous demanderons à toute agence avec laquelle nous travaillerons d'utiliser les expressions « audition ouverte » ou « audition publique » pour désigner tout appel relatif à nos contrats. Day-Bye espère qu'une leçon sera apprise. I don't go out of my way to complain to people, you know. I don't go out of my way to cause problems. And it didn't sit well with me. L'agence concernée n'a pas répondu aux demandes de commentaires d'APTN avant la date limite. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les conditions de vie dans la communauté de Kitiakik, précisons-le à 3h30 d'Ottawa, se sont améliorées par l'installation d'un bloc sanitaire. Mais l'eau et l'électricité y manquent toujours dans cette communauté qui compte environ 350 habitants. C'est ce que Jimmy Papati a voulu rappeler en lançant une vidéo sur son profil Facebook. La vidéo a été vue par plus de 12 000 personnes. On y voit Papati prendre une douche à l'extérieur grâce à un réservoir placé derrière une camionnette. On voulait juste sensibiliser sur la réalité dans laquelle on est, nous, à Kitiakik. Même si un bloc sanitaire, c'est dans les maisons, il n'y a pas d'eau courante ni d'électricité, on n'a pas un système d'aqueduc dans chaque maison. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info_nouvelle@aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle_aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle_aptn. Récemment, sur Facebook,
Une photo perturbante de l'arrestation d'une femme autochtone a été partagée pendant plus de 200 fois. Cette photo montre l'arrestation d'une femme autochtone à Shawinigan avec ce qui semblait être un sac de plastique sur la tête, mais il n'en est rien. Selon la Sûreté du Québec, c'est un masque anti-crachat fait en tissu pour retenir les gouttelettes d'eau. Le lieutenant Hugo Fournier de la Sûreté du Québec nous explique ce qu'est ce masque. La personne est en mesure de très bien respirer. C'est une forme de filet. Il n'y a pas de cordon non plus, donc ça ne serre pas au cou. Donc, c'est vraiment dans le but de protéger les policiers et la personne également. On sait parfois il y a des gens en crise, il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Donc, on ne sait pas utiliser évidemment de façon systématique. C'est plutôt utilisé à l'occasion pour protéger les policiers et les personnes autour. Au retour, on vous parle de la réalité d'une femme autochtone à Vancouver, dans le downtown Eastside, pendant la pandémie du COVID-19. Restez là. Re-bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. L'histoire suivante porte sur une mère déterminée à sauver sa fille. Une toxicomane qui vit dans le fameux quartier du downtown Eastside de Vancouver pendant la pandémie du COVID-19. Tina House vous présente l'histoire de Faith. Nous préférons vous avertir que cette histoire contient des images graphiques et du contenu qui pourrait indisposer certains téléspectateurs. Faith Rose Alexis est née le 8 mars 1982 à Bella Coola, en Colombie-Britannique. Sa mère, Mavis Benson, n'avait que 16 ans à l'époque. Being really young and naive, I just didn't know what I was in for, you know. And after the labor, I was just so exhausted. And she was a beautiful little baby, and you know, I just totally fell in love with her when she was born. Mavis, mère monoparentale, est retournée dans sa communauté natale, la nation Cheslatta Carrier, près de Burns Lake, en Colombie-Britannique. Les grands-parents de Faith ont contribué à l'élever pendant que Mavis terminait ses études. Faith s'est épanouie en découvrant sa culture. She knows how to snare rabbits. I don't know how to do that. She actually showed me. She would snare rabbits. She would help my mom, you know, cut up the moose. She knows how to do the dry meat. She knows how to do dry fish. She knows how to cut it up. She knows all our traditional culture really, really well. And being close to her grandma was the most important thing in her life. Mavis explique que Faith voulait devenir une vedette de cinéma et un mannequin. Elle envisageait son futur avec enthousiasme. En 2002, elle a assisté au American Indian Film Festival à San Francisco pour poursuivre ses objectifs. Elle s'est aussi rendue à Hawaï pour découvrir une autre partie du monde et explorer une nouvelle culture. She was a beautiful girl. She was always energetic and full of life, and she just loved life. She used to do everything that she could. She was just excited for life every single day. 18 ans après son voyage à Hawaï, voici Faith aujourd'hui, pratiquement méconnaissable. Elle a maintenant 38 ans et demeure ici, dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver depuis 2008. Elle a développé une forte dépendance à la drogue et habite une chambre à occupation simple sur la rue East Hastings. Mavis explique que Faith a commencé à consommer pilules et de l'alcool quand elle avait environ 16 ans, lorsqu'elles ont déménagé à Vancouver. Au début de la vingtaine, elle est devenue sobre et a eu 4 enfants. Elle a quitté le père de ses enfants qui, selon elle, était violent. Elle a fait de gros efforts pour élever seule ses enfants, mais Mavis affirme qu'elle souffrait de dépression postpartum. Celle-ci a donc pris en charge 3 de ses petits-enfants et le plus jeune a été adopté. Mavis indique que le monde de Faith s'est écroulé lorsque sa grand-mère bien-aimée est décédée. When her grandma passed away, her world was taken from her. C'est une autre journée pluvieuse à Vancouver. Mavis et son amie Marlene Jack sont encore une fois à la recherche de Faith. C'est quelque chose qu'elle a dû faire au fil des ans, car Faith ne reste pas toujours en contact en raison de sa dépendance. Mais cette fois-ci, il y a un réel sentiment d'urgence.
Mavis a peur et craint pour la sécurité de Faith en raison de la pandémie de COVID-19, surtout ici, où les mesures de distanciation sociale ne sont pas souvent respectées. She does have a lot of mental health issues, and she needs to be in a safe environment like that, especially with the pandemic. Mavis a accepté de porter une caméra GoPro pour ce reportage. Après des heures de recherche, elle trouve Faith sur la rue East Hastings, à l'extérieur de sa résidence. Hi, Faith. Hi. Oh, Mom, is that you? Yes. Oh, hi, Mom. Hi, baby. Faith explique qu'elle revient tout juste de l'hôpital et affirme avoir passé un test de dépistage de la COVID-19. Cela dit, elle a reçu son congé de l'hôpital même si elle a des plaies béantes sur les bras et les mains. How come they didn't even look at your arms and wrap your arms? No, I know. But they didn't anyway. They discharged me. They told me the clock gets worse to come back. You sound pretty bad. Yeah. Faith fait maintenant partie des milliers de personnes qui vivent dans la pauvreté dans ce quartier où la toxicomanie est un mode de vie. Elle a accepté d'être filmée pour montrer la réalité des gens qui vivent dans les endroits comme celui-ci. Hey, my girl. Hi. Where's your light? Oh. Les années de toxicomanie que Faith a passées sans avoir pris soin d'elle-même ont gravement nui à sa santé, ce qui en fait une cible parfaite pour la COVID-19. Voici la chambre de Faith. Elle est infestée de coquerelles et d'autres parasites et recouverte de piles d'ordures et de vêtements. La douche est entièrement remplie de vêtements et de débris, ce qui la rend inutilisable. Look at that. Oh, my goodness. Fortement dépendante à la drogue et souffrant d'un problème de santé mentale, chaque jour le même but pour Faith, trouver de la drogue pour alimenter sa toxicomanie. La pandémie a tout changé pour les toxicomanes comme elle. Les services de première ligne de base ne sont plus offerts. La politique interdisant les visites fait que Faith ne peut plus avoir recours au body system, ce qui augmente les risques qu'elle soit victime d'une surdose seule dans sa chambre. Mavis espère que la vie de Faith pourrait être sauvée si elle allait se faire soigner. Do you think I'd want to go to treatment? I don't know. What do you think about it? I think you should, because I'm really worried about you. I really love you, and I want you to come home to us. I want you to live with us. What would Grandma say if she was here? Grandma wouldn't like you down here, would she? No. Les dernières années ont été très difficiles pour Mavis. Elle-même survivante des pensionnats autochtones, tout comme ses parents, Mavis craint que Faith ait hérité de sa traumatisme intergénérationnel. Malgré tout, elle affirme qu'elle n'abandonnera jamais sa fille. I just feel like she's dead inside. You know, when I go see her and I talk to her, she's just absolutely dead. It's not the Faith that I knew, you know, it's not the Faith that I raised. Après des mois de plaidoyer auprès du psychiatre de Faith, Mavis a enfin réussi à faire reconnaître sa fille en vertu de la loi sur la santé mentale. Cela signifie que la police peut venir la chercher et l'amener à l'hôpital. Depuis 2 semaines, Mavis appelle la police tous les jours pour qu'elle vienne chercher sa fille. Mais jusqu'à présent, la police ne s'est pas présentée. Well, basically, the police haven't picked her up yet. She is in her room now. Elle a enfin été admise à l'hôpital. C'est le début du combat pour la garder là, au moins jusqu'à ce que ses blessures guérissent et qu'elle accepte d'aller se faire soigner. Entre-temps, Mavis a reçu du financement de sa banque pour embaucher une équipe d'intervention en matière dangereuse pour nettoyer la chambre de Faith au coût de 3 800 $. Tout ce stress a durement touché Mavis. I'll never leave her. I just need her to know that. And I'll always be here for her. And I love her no matter what. Sous une pile de débris dans la chambre de Faith, un poème que Mavis a trouvé, écrit par sa fille. Des mots qui expliquent la peine et la souffrance de Faith.
Et ici, sur cette plage, Mavis a enfin trouvé la force de lire les paroles émouvantes de Faith. When my grandma died, so did I. My world, my heart, my soul she was. Grandma, please come back. I will follow you only. No more lonely road. No more noise. No more anger. And no more self-hate in my head. I will pull through. I will. I hear karma calling. It's bad, 'cause I'm bad. I'm confused. And I don't know why. I had no choice to be here. There was no exit button. None. There's still no exit button. So please don't come here. Please, please don't come here. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. Après la pause, je vous présente une entrevue avec 2 des 4 porte-paroles du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, nous avons Jamie Echaquan-Dubé, Atikamekw, et Cédric Gray-Lehou, Mi'kmaq, 2 des 4 représentants du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec. Après l'enregistrement de cette entrevue, on nous a communiqué que le Réseau jeunesse lancerait son premier sondage en ligne sur une consultation des jeunes autochtones au Québec. Disponible sur la page Facebook du réseau dès cette semaine. Où est Jimmy? Où est Cédric? Oui. Merci d'être avec nous. Cédric, vous avez aussi mentionné le fait que la pandémie vous a rapprochés, vous les porte-paroles, ce qui a permis des développements dans le réseau. Quels sont-ils et qu'est-ce qui s'en vient? Oui, c'est certain. On se parle quand même beaucoup récemment, les 4 porte-paroles. On essaie vraiment de voir si on a le temps d'une pause, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ressortir plus fort le réseau, le rôle des porte-paroles, puis tu sais, la jeunesse Première Nation. C'est tout le temps ça l'importance dans tout ce qu'on fait. Puis on a commencé à revoir que peut-être notre structure n'était pas idéale. Notre position en tant que porte-parole, notre position en tant que jeunesse Première Nation, mais c'est comment qu'on peut faire pour mieux représenter cette voix. C'est où est-ce qu'on peut porter cette voix-là des jeunes, puis comment qu'on s'assure de vraiment être représentatif de ce qui se dit en communauté, qui se dit en milieu urbain, qui se dit dans tous les différents lieux où que la jeunesse autochtone peut se retrouver. Fait qu'on est en train de regarder ça. S'il devait y avoir des belles choses qui s'en viennent. Toi, Jimmy, avais-tu quelque chose à rajouter? Je pense que, en fait, ce qu'on essaie de voir aussi, c'est comment est-ce qu'on peut bien représenter les jeunes. On fait souvent des gros événements à chaque année, mais on se rendait bien souvent compte que la plupart du temps, pour bien connecter avec les jeunes, c'était surtout dans les discussions non officielles quand on discutait tranquillement avec un jeune. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaie de voir et Le développement numérique, là, le contact, est-ce que ça se passe bien? Je dirais que c'est sûr que c'est toujours plus difficile numériquement de voir les gens et même de connecter avec les gens. C'est ce qu'on a essayé de faire quand il s'agit d'être beaucoup plus présent dans nos réseaux sociaux. Puis ça commence petit à petit. Puis je pense que le fait justement qu'on commence à voir notre structure, mais aussi comment est-ce qu'on va être plus présent dans nos réseaux sociaux, c'est ce qui va permettre aux jeunes de connecter plus souvent avec nous. C'est différent, mais on essaye. Cédric, la pandémie amène inévitablement des aspects négatifs. Pouvez-vous nous renseigner sur les principales préoccupations face à cette pandémie pour la jeunesse autochtone? Pour la jeunesse, et même je pense que pour la plupart des Premières Nations,
l'aspect de communauté est important, hein? Connecter avec nos amis, connecter avec nos frères, nos sœurs, nos cousines. Puis avoir ça, c'est sûr que c'est difficile. Fait que ce lien familial-là, ce lien communautaire-là, puis bien évidemment, après plusieurs semaines, c'est la santé mentale. Fait que c'est une des choses que nous, on regardait avec les réseaux, mais comment on peut briser cet isolement-là? Comment on peut redonner un sens de communauté? Fait que c'est une des raisons qu'on a commencé nos questions les vendredis, où on pose aux jeunes des questions, puis on veut interagir avec eux. On parle un peu de notre situation, puis après ça, on vient dire, puis vous, c'est quoi? À cause qu'on veut avoir leur réponse, on veut savoir comment ils vont, on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans leur communauté, puis oui, il y a plusieurs choses négatives, mais on essaie vraiment de donner ça un aspect positif. C'est quoi les belles choses? À cause qu'il y en a tout le temps des belles choses, c'est juste que des fois, elles sont plus difficiles à voir. Toi, Jimmy, avais-tu décelé des aspects négatifs? Il y a aussi l'aspect genre beaucoup plus mental. Là. C'est sûr que genre isolé comme ça, c'est difficile pour beaucoup de jeunes. Et la vie continue même avec cette quarantaine puis cet isolement parce que il y a des gens qui malheureusement ne sont plus là. Puis là, comment est-ce qu'on arrange les funérailles et tout? C'est sûr que c'est vraiment des sujets. C'est délicat là, comme sujet, mais c'est difficile pour nos communautés, c'est difficile pour les gens vivre un deuil aussi, et même pour les Autochtones qui sont aussi hors communauté, ils vivent, puis surtout qu'ils vivent seuls. Ça, c'est encore aussi très difficile parce qu'ils se sentent isolés, tout seuls. Ils ne savent plus. La seule façon pour eux de connecter avec les gens, c'est justement par Skype ou par d'autres moyens via Internet. Fait que je trouve que c'est ce qui est genre vraiment plus difficile. Jamie, parlez-nous du sommet de la jeunesse que vous organisez à toutes les années. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est sûr que cette année, on ne pourra pas faire le sommet jeunesse 2020. Et même, en fait, nos mandats, ils sont repoussés aussi d'une année. Puis, je sais qu'il y avait aussi eu l'idée à un moment donné, genre, d'un sommet jeunesse via l'Internet, mais on n'a même pas encore décidé comment est-ce que passeraient les élections, comment est-ce que ce serait. Puis, ce serait vraiment... tu l'as dit toi-même, en fait, on dit tous, là, on travaille au réseau jeunesse bénévolement. Fait que déjà, avec nos emplois respectifs, puis essayer de démêler un projet aussi grand comme ça, un grand sommet comme ça, mais via les Internets, ça serait vraiment très difficile pour nous de suivre tout ça. Fait que on l'a repoussé. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous dis à mai. Merci. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.